Pour l'instant, il y a une voiture toutes les 15 minutes. J'espère que ça va le faire. Les gens me dévisagent. On n'a pas trop le droit de filmer ici. Parfois, c'est difficile de se faire comprendre. Les frontières sont fermées. Ça fait une semaine que je suis bloqué. Il est petit le bateau, il est petit. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. En qualifiant la crise climatique actuelle de crise des droits de l'enfant, l'UNICEF confirme l'intuition de ce proverbe indien. Si on trace un graphique de l'évolution de la population, voilà ce qu'on obtient. On sera dans 25 ans près de 10 milliards sur la même planète. Depuis la révolution industrielle et la mécanisation à grande échelle de l'industrie, nos émissions de gaz à effet de serre, vapeur d'eau, CO2, méthane, ont drastiquement augmenté. Nos lieux de vie, nos moyens de transport, ce que nous mangeons, achetons et consommons sont affectés. Si les émissions sont inégales selon les pays, leurs effets n'en concernent pas moins toute la planète. Nous avons étudié les conséquences du changement climatique sur différents territoires et les solutions mises en place lorsqu'elles existent. D'abord, cette crise, on en entend parler tous les jours. Mais comment ça se concrétise ? Inondations, incendies, les phénomènes extrêmes sont de plus en plus fréquents. Le pire est à venir ces prochaines décennies. Humanity is on thin ice, and that ice is melting fast. Il y avait les vers de terre partout. La récolte est désastreuse et les légumes 3 fois plus petits. Les événements météorologiques extrêmes sont plus fréquents et plus intenses. À cause de la hausse de la température de l'océan et la fonte des glaces continentales, glaciers et calottes polaires, le niveau marin augmente, entraînant une érosion côtière et une salinisation des stocks d'eau douce. D'après le rapport du GIEC de 2021, d'ici quelques années, de nombreuses villes seront submergées et invivables. New York, Amsterdam, Tokyo, Mumbai, Jakarta, ces quelques villes représentent déjà des centaines de millions de personnes directement affectées par la crise climatique. La migration forcée des espèces animales impacte leur répartition dans le monde et leurs interactions. Cette situation entraîne une perte de biodiversité et de ses services écosystémiques associés, essentiels pour maintenir l'air pur, l'eau douce, la qualité des sols et la pollinisation des cultures. Cette crise, qui nous plonge dans la 6e extinction de masse de l'histoire, pourrait dépasser en gravité celle du changement climatique. Paludisme, chikungunya, dengue, Zika, choléra. Le changement climatique augmente aussi le nombre d'infections et de maladies virales. L'humain serait la seule espèce à avoir développé la capacité de détruire son propre environnement sans avoir développé la sagesse de le préserver. La communauté scientifique, ainsi que les médias, nous dépeignent un changement du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, catastrophique. Global temperatures keep rising. Climate change. Governments still need to pick up. The global problems do not work. It is going to be hard. It's time to get to work. On key issues of reducing emissions. That's time we don't have. Nature is a key ally. C'est pourquoi j'ai voulu aller voir par moi-même les territoires, à travers le monde, déjà touchés par la crise. Vous voulez savoir ce que ça donne ? Je m'appelle François, je suis étudiant. Décidé à comprendre les conséquences du changement climatique, j'ai entrepris de voyager à travers le monde pour observer ses effets de près et échanger avec les locaux à ce sujet. Des amis m'ont soutenu et accompagné dans le projet, Territory Project est né. J'ai acheté un sac à dos et une caméra, tracé un itinéraire et me suis lancé dans l'aventure jusqu'à présent la plus folle de ma vie.
L'objectif était de traverser 3 continents pour rejoindre l'Indonésie en minimisant l'empreinte carbone générée par les transports, mais avec une limite de temps, de budget, de ressources et en effectif réduit. J'ai traversé en 6 mois et demi 18 pays, rencontré des agriculteurs, des associations, des étudiants, des experts, pour le partager avec vous aujourd'hui. On a décidé de se concentrer sur 4 territoires: l'Égypte, l'Inde, Singapour et l'Indonésie. Simon m'a rejoint pour explorer l'Égypte et Julie pour l'Indonésie. Vous êtes prêts pour 27 000 km d'exploration? C'est parti! Début janvier, l'expédition a commencé. J'ai quitté Toulouse avec un sac de 50 litres sur le dos pour rejoindre la Turquie en suivant la route des Balkans, en bus, stop, train, pour ensuite rejoindre l'Égypte. Arrivé dans le sud de la Turquie, où se trouve le port de Mersin, l'un des principaux ports du pays, l'objectif est de traverser la Méditerranée pour retrouver Simon en Égypte. Les ferrys, qui sillonnaient jadis les flots, ont déserté. Je me retrouve à arpenter les ports, cherchant un capitaine prêt à m'embarquer pour l'autre rive. Rares et difficiles sont les moyens de trouver l'information, et grand est l'étonnement de ceux qui ne saisissent pas mon choix de délaisser l'avion. Mais une semaine plus tard, la quête porte ses fruits. Cap sur Tripoli, au Liban. Arrivé au pays du Cèdre, les échos des tensions géopolitiques me poussent à prendre l'avion. Donc les frontières terrestres entre le Liban et Israël sont fermées, impossible d'y passer. Et il y a aussi donc de l'autre côté la Syrie. Et pour avoir les autorisations administratives, c'est super compliqué. J'ai dû prendre un avion de Beyrouth jusqu'à Amman en Jordanie. C'est à peu près 200 km. Depuis Amman, cœur battant de la Jordanie, je prends la route vers le sud, en passant par Petra, la fameuse capitale des Nabatéens, et traverse les hauts plateaux et grandes plaines désertiques avant de franchir la mer d'Aqaba en ferry pour rejoindre l'Égypte. L'Égypte s'éveille avec le soleil, et c'est en autostop le long de la péninsule du Sinaï que je m'engage, en route pour Sharm el-Sheikh. Cette oasis moderne, où s'est tenue la COP27, contraste vivement avec le reste du pays. Quadrillée par de grandes avenues au style états-unien et bordée de centaines de complexes hôteliers all-inclusive, cette station balnéaire reçoit des charters de touristes occidentaux, ses vols saisonniers, affrétés par des tours opérateurs. C'est là que je retrouve Simon, en provenance de Toulouse, pour se diriger sans délai vers la plus grande ville du Moyen-Orient, Le Caire. L'Égypte, pays le plus peuplé des pays arabes, concentre 95% de ses 106 millions d'habitants dans l'étreinte fertile du delta et de la vallée du Nil, le plus long fleuve du globe. Premier pollueur de plastique du Moyen-Orient et d'Afrique, l'Égypte produit chaque année 5,4 millions de tonnes de déchets plastiques, souvent déversés dans des décharges illégales qui contaminent le Nil, faisant de ce fleuve l'un des 10 principaux contributeurs aux déchets plastiques des océans mondiaux. L'entreprise Verinai a lancé en 2018 une initiative locale qui vise à récolter à grande échelle les déchets du Nil et à les recycler. Israelites of e-waste now, also to raise awareness about how the Nile is affected. La communauté locale est partie prenante. Implantée au cœur du Caire, sur l'île de Kursaya,
L'entreprise travaille avec les pêcheurs, auprès desquels elle achète jusqu'à 10 tonnes de déchets par mois. We started, as I said, from 2 years with 4 fishermen. Whereas now we deal with 65 fishermen. So we start to offer job opportunity also to work wife of fishermen. We have a workshop here, which about 10 or 12 women working every day. Full time. They are making many products from plastic. Dans l'atelier où le plastique est recyclé, des femmes de l'île valorisent les déchets en une collection d'accessoires destinés à la vente. Les déchets non recyclés sont triés et envoyés dans le quartier des chiffonniers du Caire, un vaste réseau informel de collecteurs, pour y être recyclés. Nous nous sommes rendus à l'est du Caire, à Mokatane, pour rencontrer ces chiffonniers. L'odeur âcre et les charrettes, pick-up et camions recouverts de déchets annoncent l'entrée dans le quartier. Depuis les années 50, cette communauté copte a fait du recyclage sa principale source d'économie. Chaque matin, aux aurores, les chiffonniers partent ramasser près de la moitié des déchets de la mégalopole. 90% de ces déchets sont recyclés par plusieurs dizaines de milliers de chiffonniers. Les déchets organiques sont destinés à l'élevage. Les autres circulent entre les 6 quartiers de Manchet Nasser, abritant plus de 700 ateliers de recyclage. Certains se spécialisent dans la recherche et le recyclage de matériaux spécifiques, comme la ferraille et l'aluminium. Les rez-de-chaussée des immeubles d'habitation font office de lieu de stockage et de tri. C'est ici que Sœur Emmanuelle, surnommée la petite sœur des chiffonniers, a passé 20 ans de sa vie, rendant possible le raccordement du bidonville à l'eau et à l'électricité, et la construction de nombreuses habitations. Maintenant, c'est l'électricité qui donne la lumière, la télé, il y a tout quoi, on n'avait pas ça. Une machine, ça coûtait à ce moment-là 60 000 livres égyptiens. Mais plus tard, quand on a vu la machine, les dimensions, on a refait une machine avec un moteur à 4 000 livres. Les matériaux recyclés sont vendus à des grossistes, aux usines locales ou sur le marché international. Tandis que les 10% de déchets non recyclés sont envoyés dans des sites d'enfouissement situés dans le désert. Aucun modèle, ni aucune technologie moderne, ne parvient à égaler l'efficacité de ces champions mondiaux du recyclage. Malgré cela, cette économie informelle reste non reconnue par l'État, et les chiffonniers du Caire continuent d'être marginalisés. On est là, on existe, elles comprennent bien notre boulot, notre travail, la quantité, mais officiellement, on n'est pas là. Avec cette vie au milieu des ordures, sans protection, une kyrielle de problèmes de santé affecte une grande proportion d'habitants du bidonville. Les Abalines affichent aujourd'hui une espérance de vie moyenne de 55 ans, contre 69 ans pour le reste de la population égyptienne. La production de plastique est l'un des processus de fabrication les plus énergivores de la planète. En l'espace de 2 décennies, la production annuelle de déchets plastiques dans le monde a doublé. Sur les 8,3 milliards de tonnes métriques de matières plastiques jamais produites sur Terre, 79% ont fini en déchets et s'amoncellent dans les sites d'enfouissement, ou se dispersent dans la nature, sous forme de détritus. Seuls 9% de ces plastiques ont été recyclés. À ce rythme, d'ici 25 ans, les océans, poumons bleus de notre planète, contiendront plus de déchets plastiques que de poissons. Direction le nord de l'Égypte, dans le delta du Nil, région qui a vu naître il y a 5000 ans la civilisation antique la plus brillante et longue, sur les rives du nord, où les conditions climatiques et géologiques font de cette vallée une immense oasis fertile. Cette vaste région de terre basse constitue l'une des principales zones de peuplement
et assure presque la moitié de la production agricole du pays. Dans ce refuge naturel, les conditions du sol et du climat sont propices à la culture du blé, des fèves, du riz et des bananes. Aujourd'hui, malgré sa fertilité millénaire, la majorité de la superficie du delta du Nil est située à moins de 3 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'exposant à d'importants risques de submersion dans les prochaines années. Mais les effets se font déjà ressentir. Les agriculteurs emploient des méthodes héritées de leurs ancêtres pour irriguer leur culture, comme la technique de submersion, qui consiste à recouvrir d'une nappe d'eau le terrain à irriguer. Malgré son faible coût financier, cette méthode demande une importante quantité d'eau. L'élévation du niveau de la mer entraîne une intrusion d'eau salée dans les terres et les nappes phréatiques, ce qui compromet la qualité de l'eau douce nécessaire à l'agriculture et aux autres activités humaines. L'évaporation de l'eau et le drainage inefficace entraînent la salinisation des sols, ce qui nuit à sa fertilité et empêche les graines de germer. Les méthodes d'irrigation plus économes en eau sont coûteuses et difficilement accessibles aux agriculteurs égyptiens disposant de ressources limitées. يا دوب شويه الماء تشربهم وتقعد بقى كده الارض مفيش زراعه مفيش شغل مفيش انتاج اهم حاجه الماء هي اللي بتطلع الانتاج. Une élévation du niveau de la mer d'1 mètre provoquerait l'inondation et la perte de 20 à 30% de la région du delta du Nil, entraînant le déplacement d'au moins 6 millions de personnes. À l'échelle mondiale, on estime que d'ici 2050, plus de 216 millions de personnes seront des réfugiés climatiques. L'expédition continue en direction de l'Inde, à 5000 km de là. Je suis parti depuis la côte de la mer Rouge en Égypte hier soir en bateau. À bord du ferry, la traversée de la mer Rouge me conduit vers l'Arabie Saoudite, ce vaste pays où aucun lac ni rivière ne trace son chemin. Je suis entouré de travailleurs égyptiens engagés dans la construction de Neom, une mégalopole futuriste en plein désert saoudien. Un projet colossal estimé à 500 milliards de dollars, visant la création de 4 sites dans une zone presque aussi vaste que la Belgique. Oxagon, le plus grand complexe industriel flottant, The Line, ville linéaire de 170 km prévue pour 9 millions d'habitants, Sindala, une île pour touristes fortunés, et Trojena, une station de ski avec lac artificiel, en course pour être l'hôte des Jeux asiatiques d'hiver de 2029. Neom, utopie ou dystopie? Je suis arrivé donc de l'autre côté de la mer Rouge, en Arabie Saoudite. Je ne pensais jamais traverser un jour l'Arabie Saoudite en stop. Si j'en avais parlé avant mon départ à ma grand-mère Mona, elle en aurait probablement fait une syncope. L'autostop est le meilleur moyen de croiser la route de personnes très différentes et d'avoir des conversations plus riches et personnelles. Monter dans un nouveau véhicule, c'est comme entrer dans un nouvel univers. Je découvre la bienveillance et la générosité du peuple saoudien, offrant une nouvelle perspective sur ce pays que je méconnaissais. Les conducteurs curieux s'arrêtaient, se demandant ce qu'un blanc en sac à dos faisait au bord de la route. Il y a 5 ans à peine, les touristes non musulmans étaient interdits dans ce pays. Et si vous vous posez la question, oui, j'ai bien vu 3 femmes conduire. Depuis l'arrivée du prince héritier Mohammed Ben Salman, MBS en 2018, les femmes ont le droit de conduire. Mais c'est un avantage qui est réservé à celles qui en ont les moyens, car leur permis de conduire coûte en moyenne 6 fois plus cher que pour les hommes. Les femmes ne pouvant être formées que par des femmes, des instructrices originaires du Pays de Galles, du Canada et des États-Unis sont venues former des monitrices. Le pays cherche à diversifier son économie dépendante du pétrole, et cela passe par une modernisation des us et coutumes, sans encore faire l'unanimité au sein du peuple saoudien.
Je suis à Abu Dhabi, je suis arrivé avant-hier matin en stop. Je vais aller à Dubaï voir le port pour essayer de trouver un bateau en direction du Pakistan. Et s'il n'y a pas de bateau, j'irai à Mascate, en Oman, pour tenter ma chance là-bas et essayer de trouver un bateau soit pour le Pakistan, soit pour l'Inde. La recherche d'un cargo pour se rendre jusqu'au Pakistan ou en Inde s'est révélée plus compliquée que prévu. De nombreux paquebots de croisière, mais aucun vers le sous-continent indien. Je suis à la frontière entre Oman et les Émirats et c'est un peu compliqué parce que l'unique moyen de traverser c'est en voiture, je peux pas le traverser à pied. L'objectif c'est de faire du stop pour traverser les 7 km de frontière. Direction le Sultanat d'Oman pour tenter la même approche à Mascate, capitale de ce grand pays de 5 millions d'habitants. Sur les routes omanaises, à travers les villages traditionnels en terre et paille abandonnés, des forts datant du XVIIe siècle, des déserts et oasis regorgeant de citronniers, bananiers et autres palmiers, je découvre ce pays qui a fait le choix, jusqu'à aujourd'hui, à l'inverse de ses voisins pétroliers, de préserver son authenticité. Les tentatives de traversée du golfe d'Oman par voie maritime, pour rejoindre l'Asie, ont également échoué. Une seule compagnie de croisière opère entre ces deux pays, mais seulement 3 mois dans l'année. Seule option, survoler la mer d'Arabie pour rejoindre la côte ouest de l'Inde. Après plusieurs mois dans les déserts géographiques et humains, ce retour à la foule humaine et la vie végétale, dans le pays le plus peuplé du monde, fut vibrant et brutal. L'Inde, où les échos d'une histoire millénaire se mêlent à la symphonie vivante de sa population croissante, tisse une toile de richesse culturelle et humaine unique. Dans le monde, les villes abritent plus de la moitié de la population et sont responsables de 70% des émissions mondiales de CO2. Les transports et les bâtiments étant parmi les plus grands contributeurs. Capitale économique du pays, Mumbai abrite plus de 21 millions d'habitants. Chaque année, près de 350 millions de personnes y affluent, animées par l'espoir d'une vie meilleure. Ici, comme dans le reste du pays, la croissance démographique rapide génère des problèmes d'infrastructure majeurs. Malgré la présence du plus vaste réseau ferroviaire mondial, les transports en commun sont saturés. Niché en plein cœur de la ville, le bidonville de Dharavi, le deuxième plus grand d'Asie, accueille près d'1 million de personnes et 5000 entreprises sur 2 km². Une réalité parmi les 2400 bidonvilles disséminés dans cette mégalopole qui abrite plus de 40% de la population. D'ici 25 ans, l'ONU prévoit que la population urbaine mondiale doublera, avec 90% de cette croissance concentrée en Asie et en Afrique. La moitié de ces citadins vivront alors dans des bidonvilles. Pour faire face à la forte natalité, l'Inde a instauré à la fin des années 70 une politique de contrôle des naissances, limitant chaque famille à 2 enfants. Mais cette mesure a eu des conséquences inattendues, renforçant la sélection prénatale au détriment des jeunes filles indiennes. Selon un dicton indien, élever une fille, c'est comme arroser le jardin de son voisin. Cette forte densité de population exacerbe un fléau invisible, la pollution atmosphérique. Dans un monde où 9 personnes sur 10 respirent un air pollué, l'Inde abrite 13 des villes les plus polluées du monde. Ici, la qualité de l'air est la 3e cause de décès, avec chaque année
plus de 1,2 million de décès liés aux maladies respiratoires. Imaginez-vous voguer à travers un océan toxique où respirer librement est devenu un luxe et où porter un masque est un gage de survie, non pas à cause du Covid, mais pour se protéger de la toxicité de l'air. Les autorités locales reprochent aux agriculteurs de pratiquer l'écobuage des terres. Cette pratique ancestrale traditionnelle, aussi appelée débroussaillement par le feu, est très répandue en Asie et l'était aussi en France. Ces brûlages agricoles et les feux de forêt qu'ils entraînent constituent la plus grande source de carbone noir au monde. Ce polluant microscopique, de courte durée, menace la santé humaine mais aussi l'environnement. Son impact pour le réchauffement climatique est de 460 à 1500 fois plus important que celui du dioxyde de carbone. Ce sont aussi les circulations chaotiques des véhicules et les émissions industrielles qui constituent les principaux facteurs de pollution, sachant que plus de 70% de l'électricité en Inde vient du charbon. Paradoxalement, bien que l'Inde soit le 3e plus grand émetteur mondial de CO2, son empreinte carbone par habitant reste parmi les plus faibles des pays industrialisés. Les émissions de CO2 par habitant en Inde sont environ 2,5 fois inférieures à celles d'un Français. Le pays investit depuis 2015 dans la sensibilisation de la population et dans les énergies renouvelables, notamment avec l'hydroélectricité, en vue d'atteindre l'ambitieuse neutralité carbone en 2070. Les entreprises se lancent dans la recherche d'innovation pour réduire les conséquences de leur mode de vie. La start-up Shakar Innovation, implantée à New Delhi, a créé un système pour réduire de 70% les émissions de particules provenant des gaz d'échappement des générateurs diesel et convertir la suie en encre et en peinture. Dans le tumulte de New Delhi, 3 smog towers ont émergé. Les structures, conçues pour aspirer et purifier l'air de la ville, s'inspirent d'une initiative similaire en Chine. L'air est capturé en altitude et filtré lors de la descente à travers 40 ventilateurs. Les effets sur la réduction de la pollution sont encore incertains et font l'objet de controverses parmi les chercheurs. La tour est devenue aujourd'hui une attraction touristique. La pollution de l'air est la première cause environnementale de maladies et de décès prématurés à l'échelle mondiale. Le coût financier des conséquences sanitaires de la pollution atmosphérique représente plus de 6,1% du PIB mondial. Un coût 4 fois supérieur aux investissements réalisés dans la transition écologique mondiale en 2023. Le voyage continue en direction de Singapour. Si le projet initial passait par le Myanmar, anciennement connu sous le nom de Birmanie, la géopolitique et les conflits régionaux en ont décidé autrement. 2 mois après le lancement de Territory Project, le Myanmar a fermé ses frontières terrestres. Pays peu médiatisé, difficile de savoir ce qu'il s'y passe vraiment. Après 50 ans de dictature militaire, le pays a amorcé une transition démocratique en 2011, interrompue brutalement par un coup d'État en 2021, déclenchant une guerre civile. Avec ce qui s'est passé à Myawaddy, les combats très intenses, beaucoup de gens ont fui ici. Nous ne pouvons plus rester ici, j'ai peur, alors j'ai décidé de passer du côté thaïlandais. Aucune alternative par le golfe du Bengale, l'unique moyen pour rejoindre Singapour par la terre est de contourner le Myanmar par le nord, à travers le Népal, le Tibet, la Chine, pour ensuite redescendre vers le Laos, la Thaïlande et la Malaisie. Le Népal, ce petit pays enchâssé dans les bras de l'Himalaya, niché entre l'Inde et la Chine, est gardien du toit du monde et sanctuaire pour les randonneurs venus des 4 coins du globe. Mon imaginaire rêvait d'un pays d'air pur, mais dans la vallée, la réalité m'a frappé de plein fouet. La pollution de l'air y est encore plus oppressante qu'en Inde, principalement à cause des routes, pour la plupart en terre battue. Des milliers de véhicules arpentent ces sentiers, soulevant un brouillard de poussière.
Je suis venu à Katmandou parce que les frontières terrestres de la Birmanie, pays par lequel je devais passer pour rejoindre la Thaïlande, étaient fermées. Je suis littéralement bloqué entre la Chine au nord et l'Inde au sud, au Népal. Et donc le seul moyen de rejoindre la Thaïlande depuis l'Inde, c'était en passant par le nord, donc par le Tibet. Le Tibet, envahi par la Chine en 1950 et annexé en 1965, Mars 1959, le Dalai Lama, alors âgé de 23 ans, considéré par les bouddhistes tibétains comme une réincarnation d'un chef spirituel du XIVe siècle, fuit la répression de l'armée chinoise. Il quitte donc le Tibet avec son entourage. Est aujourd'hui l'une des 5 régions autonomes de la Chine. Pénétrer cette zone étroitement surveillée est un défi, encore plus complexe en période post-Covid. Pour obtenir un visa, il faut débourser 1 000 $, constituer un groupe de minimum 4 personnes, être accompagné d'un guide accrédité et suivre un itinéraire approuvé par le gouvernement. La procédure peut prendre plusieurs semaines, voire des mois, incluant une vérification rigoureuse des antécédents. J'ai beau être allé à l'ambassade de Chine pour essayer de négocier, pleurnicher pour qu'ils me proposent quelque chose de moins cher. Aujourd'hui encore, Lhasa, ville historique et sacrée du Dalai Lama, porte les stigmates de la main de fer chinoise. Caméras de surveillance, propagande communiste, déportation d'opposants, l'administration tibétaine tire la sonnette d'alarme. Ces moments rappellent l'inestimable privilège de vivre dans l'Union européenne, où la libre circulation et l'absence de dictature sont des réalités, que nous ne devons jamais considérer comme acquises. Face à l'impossibilité de traverser le Tibet, l'itinéraire se redessine. Retour à Calcutta, sur la côte est de l'Inde, où l'avion s'impose comme le seul moyen pour rejoindre la Thaïlande. De là, je continue le périple en stop à travers la Malaisie, du nord au sud, en direction de Singapour. Les rencontres et les découvertes enrichissent le voyage à travers ce pays à la végétation luxuriante. Lorsque l'on choisit de délaisser l'avion pour voyager par voie terrestre, ce n'est pas la destination qui importe le plus, mais le voyage en lui-même. En s'écartant des sentiers battus, chaque kilomètre parcouru dévoile des paysages insoupçonnés et fait surgir des rencontres inattendues, offrant ainsi une perspective complètement différente sur le pays, ses habitants, sa culture, ses traditions et son histoire. Bienvenue à Singapour. Cette île, située entre la Malaisie et l'Indonésie, a rapidement évolué après son indépendance imposée par la Malaisie en 1965. Singapore means Lion City, so it's appropriate that lions and dragons should take part in the independence celebration. Aujourd'hui, cette cité État prospère, au carrefour des principales routes maritimes d'Asie du Sud-Est, se classe 2e parmi les nations les plus riches du monde. Avec une population de 6 millions d'habitants, sur un territoire 16 fois plus petit que l'Île-de-France, Singapour a développé un aménagement contraint par son territoire à la verticalité, ce qui lui confère l'un des taux d'urbanisation les plus élevés de la planète et en fait l'un des pays les plus densément peuplés. Après son indépendance, Singapour s'était donné pour mission de devenir une cité-jardin, un havre de verdure au milieu de l'urbanité. Aujourd'hui, Singapour embrasse pleinement la vision d'une cité dans la nature, se positionnant ainsi comme l'une des villes les plus biophiliques au monde. Cette approche, de conception architecturale et urbaine, moteur de bienfaits psychologiques et physiologiques, vise à intégrer les éléments naturels dans les environnements construits, afin de renforcer la connexion entre les humains et la nature. Ici, la végétation est omniprésente. La législation exige que chaque centimètre carré d'espace vert occupé par un bâtiment soit restitué dans l'espace construit. 94% des ménages se trouvent à moins de 10 minutes à pied d'un des 330 parcs de la ville. Le fleuron de l'approche biophilique est Gardens by the Bay. Ce parc urbain de 101 hectares de terre-plein abrite plus de 1,5 million de plantes et plus de 5000 espèces. C'est ici que se trouvent les emblématiques super arbres, ces 18 structures colossales
faite d'acier et recouverte de végétation. Ces jardins verticaux, culminant entre 25 et 50 mètres de hauteur, génèrent de l'énergie solaire assurant les besoins en électricité d'une partie des jardins, servent de conduit de ventilation pour les serres voisines et collectent l'eau de pluie. Singapour est donc une cité-État qui n'a pas beaucoup de ressources naturelles. Les ressources naturelles qu'ils ont, ils doivent les préserver au maximum. Dans cette ville où le chewing-gum est interdit, un système de certificat d'admissibilité a été mis en place dès 1990 pour faire face aux embouteillages et à la pollution atmosphérique. Ce certificat, obligatoire pour posséder un véhicule, est vendu aux enchères et valable 10 ans. Depuis la pandémie du Covid-19, les prix ont explosé, avoisinant désormais les 105 000 €. Ce mécanisme cherche à encourager l'utilisation des transports publics, comprenant 6 lignes de métro et 250 lignes de bus. Le gouvernement prévoit d'investir 41 milliards d'euros supplémentaires dans le réseau ferroviaire d'ici 2030 pour que 80% des ménages du pays soient à moins de 10 minutes à pied d'une station de métro ou de bus. Conscient de ses ressources territoriales limitées, le pays intensifie ses investissements dans des infrastructures visant à optimiser leur gestion. Pour atteindre l'autosuffisance hydrique, le pays a instauré une stratégie nationale nommée 4 National Taps, 4 robinets nationaux, pour diversifier ses sources d'approvisionnement. La première source est l'eau de pluie, collectée par un vaste réseau de drains, canaux, rivières et étangs qui dirigent l'eau vers 17 réservoirs. La deuxième source est appelée New Water, l'eau usée, recyclée, qui couvre 30% des besoins en eau actuels. La troisième source est l'eau désalinisée, qui répond à 25% des besoins, malgré le coût énergétique élevé et la pollution engendrée par les rejets salins du procédé. Enfin, la dernière source est l'eau importée de Malaisie, régie par un contrat de 99 ans qui expire en 2062. D'ici 2060, le recyclage des eaux usées et la désalinisation d'eau de mer devraient répondre à 80% de la demande en eau du pays. En raison de sa taille, de sa population et de son capital économique, le modèle singapourien n'est pas transposable. Derrière cette prospérité et cette vision à long terme se cache une démocratie paradoxalement autoritaire, alliant libéralisme économique et absence de libéralisme politique. Je rejoins l'île de Sumatra en bateau, située à l'ouest de l'archipel indonésien, le dernier pays de l'expédition. Le trajet depuis Jambi a été très long. Normalement, Jambi-Jakarta, il y en avait pour 22 heures et on a ajouté à ça 6 heures d'embouteillage à cause d'un accident sur la route. Donc, là, on arrive sur l'île de Java à l'heure à laquelle on aurait dû arriver à Jakarta. Donc on a encore 5-6 heures de trajet. 1000 km de route plus loin, je retrouve Julie, venue directement de Nouvelle-Zélande. Avec ses 17 000 îles, l'Indonésie abrite plus de 280 millions d'habitants. Dans cette vaste étendue verte et bleue, nous explorons l'enfoncement sous les eaux de la capitale indonésienne, puis au large de l'île de Bali, la production réparatrice d'algues marines. Située sur l'île de Java, Jakarta abrite 11 millions d'habitants et sa métropole dépasse les 30 millions, la classant parmi les villes les plus densément peuplées d'Asie du Sud-Est. Plaque tournante économique, la mégalopole regroupe entreprises, services financiers et infrastructures vitales pour le développement du pays. Érigée sur un delta aux terres marécageuses, où 13 rivières la traversent, et confrontée à une croissance démographique importante, la ville est fragilisée par une urbanisation accélérée et le pompage illégal des nappes phréatiques. Ces effets entraînent le phénomène de subsidence, un affaissement des sols de 25 cm par an
dans certaines parties de la ville. Ici, la montée des eaux est devenue une réalité tangible. Couplée à la subsidence, 40% de la surface de la ville est en dessous du niveau de la mer. Et d'ici 25 ans, un quart de la capitale risque d'être submergée. La ville vit sous la constante menace des inondations. Une situation qui atteint son paroxysme durant la saison des moussons. La quasi-totalité de son territoire est imperméabilisée par du béton et de l'asphalte, et les systèmes de drainage sont souvent obstrués par des déchets plastiques, ce qui rend l'évacuation des pluies diluviennes impossible. Tapi kalau pas musim hujan aja. Untuk area Muara Baru ini sudah jarang banjir. Cuman di beberapa perkampungan aja yang mungkin air agak naik karena dari selokan mungkin. En 2007, les inondations ont submergé 70% de la ville, causant la mort de 55 personnes et laissant 400 000 sinistrés. Pour faire face à ces problèmes, le gouvernement indonésien a décidé de déplacer la capitale à partir de 2024. My name is Imel. My name is Fauza. I'm Nindi. Jadi ibu kota di Indonesia akan dipindahkan di Kalimantan. Kenapa di Kalimantan? Karena dari segi geografisnya itu sendiri Kalimantan merupakan wilayah yang ada di tengah-tengah di Indonesia. Sementara itu, Central of Indonesia. Jadi sementara itu. L'île Bornéo, poumon vert de la planète, a été choisie pour accueillir la nouvelle capitale au cœur d'une forêt primaire, lieu de vie de nombreuses espèces endémiques. Cette nouvelle ville, dont le coût financier est estimé à 32 milliards d'euros, vise à être une ville zéro émission. De grandes promesses qui suscitent des débats au sein de la population autochtone, des défenseurs de l'environnement et des économistes. La construction devrait s'achever en 2045. D'ici 2035, 2 millions d'habitants, principalement des fonctionnaires et des cadres, prévoient d'y être relogés. À Jakarta, des mesures ont été prises par le gouvernement pour encadrer le pompage des eaux souterraines. Les quartiers les plus pauvres, le long du littoral, sont les plus vulnérables aux inondations et à l'enfoncement des sols. Pour leurs habitants, la survie dépend désormais de cette digue. Un mur, s'étirant sur 32 km avec une hauteur de 5 mètres et une profondeur de 16 mètres, a été érigé dans une tentative de réponse temporaire aux avancées persistantes des eaux qui ont déjà érodé une partie du littoral. Mais la forte pression exercée par l'océan et la détérioration progressive de la structure menacent sa stabilité. Si ce mur devait s'effondrer, c'est tout un quartier qui se retrouverait submergé. Jakarta must be a sponge city. Yeah. Sponge city is the catchment area of drain and flood can be infiltrate the water. Dan jadi itu bukan hanya airnya saja dibuang ke sungai, tapi catchment area masih ada. Jadi di catchment areanya di titik terendah harus dibikin tangkapan area yang banyak, jadikan Jakarta itu sponge city and future city. Dans le monde, près de 3 villes sur 5 se trouvent dans des zones à haut risque de catastrophes naturelles. De retour sur les routes, nous traversons Java d'ouest en est pour rejoindre l'île aux 1000 temples où nous découvrons l'algue, une solution fondée sur la nature. Deuxième producteur d'algues après la Chine, l'Indonésie représente un tiers de la production mondiale d'algues avec une production de 9 millions de tonnes en 2023. Les revenus de plus d'1 million d'Indonésiens vivant sur la zone côtière dépendent de la culture des algues.
Au nord de l'archipel, l'île de Sulawesi est la principale région de production. Et à Bali, plus au sud, l'île compte près de 5000 producteurs répartis dans de petites fermes familiales. Qu'elles soient rouges, brunes ou vertes, on recense près de 12 000 espèces de macroalgues dans les océans. Beaucoup sont comestibles et enracinés dans la culture alimentaire des pays asiatiques, notamment au Japon, qui en consomme chaque année entre 1,5 et 2,5 kg par personne, mais aussi en Chine et en Corée. So seaweeds essentially are algae, which have multiple cells and grow in the ocean, photosynthesize. So, well, seaweeds have been used traditionally for thousands and thousands of years. So seaweed farming really took off basically in the late 90s, early 2000s. You know, and it changed significantly. I published. Les principales algues produites ici sont rouges. Elles sont cultivées pour un polysaccharide qu'elles contiennent, qui sera ensuite utilisé comme émulsifiant, gélifiant ou épaississant dans l'alimentation, la pharmaceutique ou la cosmétique. Sur l'île de Nusa Lembongan, au large de Bali, la culture des algues s'est développée au milieu des années 80 et constitue aujourd'hui la première source de revenus des habitants. Les fermes d'aquaculture s'étendent le long des plages et s'étirent également au-delà du rivage dans les zones aquatiques peu profondes, accessibles à marée basse. Les différents champs sont définis par des cordes et des supports en bois, où les jeunes plants d'algues sont soigneusement attachés en rangée sur des cordes tendues. La récolte peut être effectuée après une période de 30 à 45 jours. Les algues récoltées sont ensuite étalées pendant plusieurs jours sur des bâches pour sécher au soleil, à proximité des cahutes qui bordent la grève. Mais alors, quels sont leurs rôles dans les océans et pourquoi on s'y intéresse ? Les algues ont un potentiel alimentaire considérable, car elles constituent une source significative de protéines, de fibres, de vitamines et de minéraux. Des applications à l'élevage sont aussi possibles. There's a lot of noise out there at the moment about Asparagopsis. This is a red seaweed that if you feed 1 gram dry weight of the seaweed to a cow every day, you'll reduce its methane emissions by 90%. Contrairement à l'agriculture, l'algoculture ne consomme ni terre, ni eau douce, ni fertilisants, ni pesticides. Étant à la base de la chaîne alimentaire des océans, les algues rendent des services écosystémiques indispensables. So the role of seaweeds in the ocean, I mean, you know, much the same as plants on land. You know, they photosynthesize, they take up carbon, they release oxygen, they form a habitat for other creatures. They're eaten by herbivores, you know, so they sit at the base of coastal food webs. Autre vertu, les cultures d'algues atténuent l'énergie des vagues et réduisent ainsi l'érosion côtière. Les algues ont aussi un haut potentiel tampon dans la manière dont elles absorbent le dioxyde de carbone. Elles agissent en tant que moyen naturel le plus efficace pour séquestrer les gaz à effet de serre et leur taux de croissance est bien plus rapide que celui des arbres. Sur l'île, ce sont principalement les femmes qui sont à l'œuvre dans la production. Termasuk orang yang sudah usianya di atas 50 sampai 60 tahun. Kalau saya 57, kalau ini sudah 65. Cette activité offre donc à la fois des revenus et des emplois, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire des générations futures. Les forêts d'algues à travers le monde couvrent une superficie équivalente à toute la forêt amazonienne, mais ces forêts des océans sont 2 fois plus productives en biomasse et en biodiversité. Ce carbone bleu aux 1001 vertus représente l'une des plus grandes ressources de notre planète mère. Nous pouvons choisir entre adaptation et inaction, protéger ou laisser périr, mais nos choix d'aujourd'hui conditionnent notre survie collective de demain. À travers tous ces territoires, aussi divers que vulnérables,
La crise climatique est bien plus qu'une série de statistiques ou de projections. Si chaque région développe des réponses adaptées à ses priorités, cette crise impose un effort collectif. Car au final, aucune barrière géographique ne contiendra les effets du changement climatique.